dans la suite de notre étude des probabilités. Dans cette leçon-ci, nous allons découvrir ce que nous appelons les distributions discrètes, c'est-à-dire les distributions qui ne sont pas continues, qui sont constituées d'un ensemble de points. Nous allons étudier essentiellement trois lois dont la spécificité est que l'ordre est sans importance. Lorsque l'ordre a de l'importance, nous allons aussi jeter un coup d'œil à ce niveau-là, mais alors il suffit simplement d'appliquer les lois telles que nous les avons vues jusqu'à présent, c'est-à-dire simplement de faire des multiplications de probabilités. Nous allons voir que lorsque l'ordre n'a pas d'importance, il existe certaines lois qui permettent de pouvoir utiliser des formules toutes faites qui permettent de pouvoir aller plus vite dans la découverte des résultats. Alors, dans la partie de gauche, si on décide d'utiliser des répétitions, on va prendre comme exemple d'un sachet qui contient des boules de couleur, eh bien l'idée c'est que chaque fois qu'on prend une boule à l'intérieur du sachet, on la remet dans le sachet. C'est cela qui fait que on va répéter la même opération qui va se retrouver à l'état d'origine. Et lorsqu'on utilise des répétitions, on va se baser sur ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire que vous avez une certaine probabilité notée P, la probabilité de tirer une boule, par exemple, du sachet, et alors vous avez Q, qui est la probabilité contraire, donc on ne la note pas P bar, on la note Q, et Q est égal à 1 moins P. À partir de cette épreuve de Bernoulli, nous allons pouvoir en déduire ce qu'on appelle la loi binomiale. Et via cette loi binomiale, nous allons pouvoir trouver une autre loi qui est un cas particulier de la loi binomiale et qui s'appelle la loi de Poisson. Alors, quand on n'utilise pas de répétition, eh bien alors à ce moment-là, nous allons pouvoir étudier une loi qui s'appelle la loi hypergéométrique et qui concerne particulièrement les lois qui sont gérées par le loto. Et puis en rouge, tout en bas, je me suis permis de rajouter la loi normale, ou dite loi de Laplace-Gauss. C'était deux mathématiciens, bien si souvent on parle de courbe de Gauss, qui peut être déduite à partir de la loi binomiale, mais je l'ai mise sur le côté. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui est une distribution continue et qui fera l'objet de la leçon prochaine. Alors voilà, l'exemple que nous allons utiliser, c'est de partir d'un sachet qui contient 10 boules au total, 7 boules blanches et 3 boules noires. Bon, comme mon fond est noir, les boules noires, je les ai dessinées en bleu. Et on va examiner d'abord tous les cas possibles à partir d'un arbre de probabilité. Donc le voilà. Et on utilise donc d'abord les répétitions pour pouvoir découvrir ce que j'ai appelé la loi binomiale. Et avant de commencer à rechercher cette loi binomiale, je propose de voir ce qui se passe si l'ordre a de l'importance. Donc voilà, dans le cas qui nous intéresse, on propose de tirer 3 boules, l'une après l'autre, et on veut connaître quelle est la probabilité de pouvoir trouver une boule blanche, puis une boule blanche, puis une boule noire. Donc vous voyez que l'idée c'est pas de tirer 2 boules blanches et une boule noire, là l'ordre n'aurait pas d'importance, là on précise bien que l'on veut blanc, blanc, noir. Alors si on suit l'arbre, il suffira alors à ce moment-là d'utiliser par exemple des petites flèches pour suivre le chemin. On veut commencer par, au point de départ, de les trouver une blanche. Donc si je vais dans ce sens-là, ce que je découvre, c'est que j'ai une probabilité de 7 dixièmes, ici, puisque j'ai 7 boules blanches dans mon paquet et 3 boules noires, ce qui fait que la probabilité est bien de 7 sur 10. Je remets la boule blanche dans le paquet et je recommence. Je retire une seconde boule. La probabilité n'a pas changé, elle est toujours de 7 dixièmes. Je continue le chemin. Après 2 boules blanches, ce que je veux, c'est obtenir une boule noire. Donc cette fois-ci, plutôt que de descendre, je monte.
j'ai la probabilité qui devient alors à ce moment-là 3 dixièmes. Maintenant que j'ai fait ça, je vous l'avais expliqué déjà tout à l'heure, lorsque j'ai affaire à un ordre qui est important, eh bien, pouvoir trouver la probabilité totale, il me suffit simplement de faire le produit des probabilités. Donc, ça me donne 7 dixièmes, multiplié par 7 dixièmes, et puis, à nouveau, multiplié, cette fois-ci, par 3 dixièmes. Voilà. Si je fais le total, ça va me donner 147 au numérateur, divisé par 10 exposant 3, 1000 au dénominateur. Ce que je peux encore écrire, 0,147. Bon, et si maintenant l'ordre n'a pas d'importance, c'est-à-dire qu'on veut 2 boules blanches et une boule noire. Il est clair que le cas BBN nous satisfaisait. Maintenant, on peut voir les autres cas. On peut avoir, par exemple, le chemin suivant. Je commence d'abord par prendre une noire. Une fois que j'ai fait ça, je dois prendre 2 blanches. Donc, j'ai plus que cette possibilité-là. Je descends par là. Je descends par là. Je vais avoir, de nouveau, la même probabilité, puisque j'ai 3 dixièmes fois 7 dixièmes fois 7 dixièmes. Je vais de nouveau obtenir 147 divisé par 1000. Dernier chemin, je prends une boule blanche, bon la flèche est déjà dessinée, puis ensuite je prends une boule noire et puis une boule blanche. C'est le troisième cas possible. Donc là, je tombe de nouveau sur 147 divisé par 1000. Conséquence, le calcul de probabilité va me donner en fois 147 divisé par 1000. Donc la probabilité cette fois-ci est plus grande puisque comme l'ordre est sans importance, ça veut dire que j'ai plus de cas possibles et je vais obtenir comme résultat 441, de nouveau bien sûr divisé par 1000. Je fais le calcul, j'obtiens 0,441. Voilà, maintenant découvrons la loi binomiale. Nous allons d'abord donner la formule et puis nous allons constater que en utilisant la loi binomiale sur l'exemple que nous avons utilisé avec les 10 boules, les 7 boules blanches et les 3 boules noires, eh bien nous obtenons exactement le même résultat. Donc nous savons que pour utiliser la loi binomiale, nous nous basons sur ce que nous appelons une épreuve de Bernoulli, qui nous dit que nous avons pour quelque chose que l'on désire, nous obtenons une certaine probabilité, et que pour l'autre cas, nous obtenons une probabilité qui est son contraire, Q, qui vaut 1 moins P. Alors, partons du principe que nous recherchons une probabilité bien particulière. On cherche la probabilité que grand X, notre variable aléatoire, soit égal à une valeur K. Comme on va utiliser la loi binomiale, on va noter ça comme ceci. Donc, B ronde qui va dépendre de différents paramètres. Donc, K, ça va être l'expérience que nous désirons. Et nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin de connaître N. Et puis, P,
qui sera la probabilité de pouvoir obtenir K. La formule est donnée comme ceci. C'est CNK, on retombe en terrain connu, multiplié par la probabilité P exposant K, multiplié par la probabilité contraire Q exposant N-K. Voilà la formule que nous allons pouvoir utiliser. Exemple, en ce qui nous concerne avec ce que nous voulions, quelle est la probabilité de pouvoir obtenir 2 boules blanches? Vous allez me dire, la boule noire, elle va venir après. L'idée est donc de faire la formule de Bernoulli, où nous avons K qui vaut donc 2. Nous avons N, le nombre de boules que nous allons prendre. Donc, parmi les 10 boules, nous allons en prendre 3. Et la probabilité de pouvoir prendre une boule blanche, elle vaut 7 dixièmes. Bon, je vais noter 0,7, comme ceci. Voilà, on va mettre ça en musique. Donc, je dois faire C, N, K. À partir de cela, je vais multiplier par la probabilité P qui vaut 0,7 et dont l'exposant vaut K, c'est-à-dire 2. Et je vais multiplier par Q, dont l'exposant vaut 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Donc, si je fais le calcul de C3, 2, je vais obtenir 3. Multiplié par P, c'est 0,7 au carré. Multiplié par 0,3 exposant 1, je vais obtenir 0,441. Voilà, ma formule fonctionne. Si je compare avec ce que j'avais obtenu avec l'arbre de probabilité, j'ai le 3 ici qui correspond à C32 et le 147 divisé par 1000 correspond à 0,7 au carré, 7 dixièmes au carré multiplié par 3 dixièmes. C'est cohérent, nous avons obtenu exactement le même résultat. Si j'applique la loi binomiale en considérant que je cherche les probabilités pour avoir aucune balle blanche, une balle blanche, 2 balles blanches ou 3 balles blanches en tirant 3 balles, eh bien, j'obtiens alors à ce moment-là les 4 résultats suivants. Et remarquez que si je fais la somme de tous ces résultats, fatalement, je ne peux obtenir qu'une seule chose, c'est 1, puisque j'ai fait la somme de toutes les probabilités. D'ailleurs, c'est facile à démontrer. Je commence par recopier la loi binomiale. CNK, P exposant K, Q exposant N-K. Si maintenant je fais la somme de toute cette probabilité, donc qui va, donc pour K, qui varie donc de 0 jusqu'à N, ici N valait 3.
Alors, je vais constater que ce que je viens d'écrire correspond exactement au binôme de Newton. J'écris en réalité P plus Q exposant N. Mais je sais que P plus Q, c'est égal à 1. Donc j'ai 1 exposant N, et comme N, c'est un naturel entier, eh bien, je vais obtenir comme valeur 1. Voilà, c'est QFD. Alors je peux obtenir différentes propriétés de la loi binomiale. Si on veut essayer de faire le calcul, je vais trouver ceci. C'est que l'espérance mathématique va toujours être égale à n fois p. Dans notre cas, dans l'exemple qui a été utilisé, eh bien, la valeur de mu sera égale à n, c'est 3, multiplié par la probabilité 0,7, et elle vaut 2,1. Ça se vérifie très facilement avec Excel. Si je veux connaître donc, sigma carré de x, eh bien, la formule, c'est n fois p fois q. Donc, sigma carré est égal à 3 fois 0,7, on sait que c'est déjà égal à 2,1 fois 0,3, ça va nous donner 0,63. Et donc l'écart type sigma sera alors à ce moment-là la racine carrée de 0,63, c'est-à-dire 0,7937. Voilà pour la loi binomiale. Nous recommençons la même expérience, mais cette fois-ci sans répétition. C'est-à-dire que cette fois, chaque fois qu'on prend une boule à l'intérieur du sachet, on la met sur le côté et on ne la remet pas à l'intérieur de ce sachet. Une fois encore, on va d'abord examiner ce qui se passe si l'on a de l'importance. Et on veut de nouveau une boule blanche, suivie d'une boule blanche, suivie d'une boule noire. Le chemin que nous avions utilisé dans l'arbre précédent est identique. Ce qui change en réalité, ce sont les probabilités. Je commence par prendre une boule blanche. Voilà. Donc du coup, à l'intérieur du sachet, ce n'est plus 10 balles qui se trouvent à l'intérieur, mais 9 boules. Et si je veux tirer une nouvelle boule blanche, cette fois-ci, ce n'est plus 7 boules qui sont à ma disposition, puisque je viens d'en retirer une, mais il n'y en a plus que 6. Donc la probabilité, cette fois-ci, est de 6/9. Je continue à résumer de la même manière, en me disant, tiens, je n'ai plus que 8 boules à l'intérieur de mon sachet, il me reste en réalité 5 boules blanches et 3 boules noires. C'est une boule noire que je veux. Donc ça veut dire que je vais suivre ce chemin et si je fais le produit des probabilités, normalement je devrais obtenir ceci. Donc la probabilité va être donnée, je suis mon petit chemin avec les flèches, 7 dixièmes multiplié par 6 neuvièmes multiplié par 3 huitièmes. Je fais le calcul. Au numérateur, je vais obtenir 126 divisé par ce que j'obtiens au dénominateur, 10 fois 9 fois 8, ça me donne 720.
Et si je calcule ça, je vais obtenir 21 sur 120 si je fais la simplification pour commencer. Le résultat me donne une valeur de 0,175. Première partie de l'exercice. On recommence avec l'ordre sans importance. Et cette fois-ci, à nouveau, on souhaite obtenir 2 boules blanches et une boule noire. Donc en fait, les chemins que nous avions utilisés précédemment lorsque nous utilisions les répétitions, eh bien, il n'y a aucune raison qui change, ce sont les mêmes. Cette fois-ci encore, nous tombons sur une probabilité où, puisque nous avons 3 chemins, les 3 chemins sont à nouveau identiques au niveau résultat. Nous obtenons 3 fois la probabilité que nous avons obtenue, c'est-à-dire 21 sur 120. Je peux simplifier le 3 et le 120, ça va me donner 21, le tout divisé par 40. Résultat final, 0,525. Voilà, nous allons donc découvrir ce qu'est la loi hypergéométrique. Et comme la loi binomiale, je vais commencer par écrire la formule et on pourra l'expliquer au fur et à mesure. Alors, c'est la loi hypergéométrique qui va faire intervenir le paramètre principal K, dans ce qui nous concerne, au niveau de l'exemple, ce seront les 2 boules blanches que l'on voudrait tirer. Alors, le nombre d'objets à notre possession, c'est-à-dire les 10 boules. Alors de ces 10 boules, je voudrais faire 3 tirages. Et un paramètre grand K qui représente un nombre d'objets total dont petit k fait partie. Donc c'est-à-dire les 7 boules blanches. Pour pouvoir décrire ça, je vais avoir besoin de 3 combinaisons. 2 sur le numérateur et 2 au niveau du dénominateur. Je vais commencer par le dénominateur. Donc j'écris j'ai n objets au total, ce sont mes 10 boules, et je vais vouloir faire un certain nombre de tirages, il y aura 3 tirages. En ce qui concerne le numérateur, je vais commencer par m'intéresser aux objets principaux. Dans notre exemple, il s'agit des boules blanches. Donc, j'ai un certain nombre de boules blanches, c'est grand K, et je voudrais en retirer 2 au total. Et en ce qui concerne les boules noires, eh bien, le nombre de boules noires que j'ai, c'est en réalité le nombre de boules que j'ai dans mon sachet, moins le nombre de boules blanches. Et le nombre de boules noires que je voudrais retirer, c'est en réalité une seule qui correspond au nombre total de tirages que je vais faire, moins le nombre de boules blanches que je vais obtenir. Voilà le résultat final qui donne donc la formule de la loi hypergéométrique. Regardons ce qui se passe avec notre exemple de 2 boules. Donc je cherche la probabilité pour que ma variable aléatoire soit 2. Je mets donc ma grande barre de fraction. Qu'est-ce que j'avais expliqué alors? J'ai à ma disposition
10 boules blanches et voudrais faire 3 tirages. Je voudrais retirer 3 boules de mon sachet qui en contient 10. En ce qui concerne les boules blanches, je sais qu'il y en a 7 dans le paquet et je voudrais en retirer uniquement 2. Et en ce qui concerne les boules noires, il y a 3 boules noires. C'est que 7 boules blanches et 3 boules noires, ça fait bien 10 boules au total. Et je ne veux retirer qu'une noire, c'est encore une fois cohérent. 2 boules blanches et une boule noire, ça fait bien 3 tirages. Voilà. Si je calcule ça, barre de fraction. Donc au-dessus, je vais avoir C7,2. Si je fais le calcul, je vais obtenir 21. C3,1, c'est 3. Et je divise par C10,3 qui correspond à une valeur de 120. Bien, c'est exactement ce que nous avions obtenu avec l'arbre. Rappelez-vous, ce que nous avions fait, c'était une simplification du 3 et du 120 qui nous avait permis de pouvoir trouver une valeur de 40. Donc j'obtiens 21 divisé par 40, ce qui me donne le résultat attendu, c'est-à-dire 0,525. Voilà, alors remarquez qu'il y a de nouveau différentes propriétés de la loi hypergéométrique comme nous l'avons fait avec la loi binomiale, c'est-à-dire que d'abord la probabilité petit p correspond en réalité à grand K divisé par grand N. Effectivement, grand K vaut 7, grand N vaut 10. On avait bien une probabilité de 0,7. On obtient exactement la même chose. C'est donc la toute première probabilité de pouvoir aller pêcher une boule blanche à l'intérieur du sachet qui contient les 10 boules de toutes les couleurs, les blanches et les noires. Nous avons Q qui vaut évidemment 1 moins P. Si on fait ce calcul-là, nous allons obtenir que Q vaut N-K divisé par grand N. Ce n'est pas une grande surprise. 10 moins 7, ça fait 3. 3 divisé par 10, ça fait 0,3. On obtient de nouveau la même chose. Et à partir de ces données-là, qu'est-ce que nous allons pouvoir calculer? Eh bien, d'une part, l'espérance mathématique. La formule de l'espérance mathématique mu est c'est-à-dire n fois p. Et on vient de voir que p c'est grand K sur grand N, c'est-à-dire nk sur n. Donc si on fait le calcul avec notre exemple, on va avoir petit n, c'est le nombre de tirages, ça nous donne 3, multiplié par grand K, eh bien, il y a 7 boules blanches, il y a 10 boules au total. Qu'est-ce qu'on obtient une nouvelle fois? C'est 3 fois 7, ça fait 21, divisé par 10, ça va nous donner donc 2,1. Voilà pour l'espérance mathématique. Si je veux calculer maintenant la variance, ça va nous donner de nouveau n fois p fois q. Donc j'ai sigma carré de x, il faut le noter, c'est n fois p fois q. C'est comme la loi binomiale, sauf que, pas de chance,
on est obligé de multiplier par grand N moins N divisé par N moins 1, grand N moins 1. Et donc, si je fais ce calcul-là, ça va me donner, alors N, petit n, c'est 3, P, c'est 0,7, Q, c'est 0,3, et puis il faut encore multiplier par la fraction, c'est 10 moins 3, ça fait 7, divisé par N moins 1, 7 neuvième, et si je fais ce calcul-là, je vais obtenir 0,49. Si je veux connaître l'écart type, eh bien, il me suffit de faire la racine carrée de 0,49, c'est-à-dire 0,7. La loi de Poisson. De quoi s'agit-il? Eh bien, je commence par prendre la loi binomiale, que voici. Et à cette loi, j'ajoute deux restrictions. La première, n tend vers l'infini. Ça veut dire que n est très grand. Deuxième restriction, la probabilité d'un tirage est vraiment minuscule. Elle tend vers 0. Mu est toujours égal à n fois p. Eh bien, la probabilité est donnée par mu exposant k fois e exposant moins mu, le tout divisé par factoriel de k. Prenons un exemple. Supposons que vous avez un n qui vaut 100, mais pour quelque chose dont la probabilité est toute petite. Elle vaut 0,1. Notez que c'est une expérience que vous pouvez également faire avec la loi binomiale. Vous imaginez par exemple un sachet qui contient cette fois-ci 100 boules et vous n'avez que 10 boules blanches dans votre sachet. L'espérance mathématique vous donne 100 fois 0,1, ce qui nous donne 10. Propriété supplémentaire, l'espérance mathématique, on la connaît, c'est n fois p. En ce qui concerne la variance. Pour la loi de Poisson, elle est facile, elle est égale à mu, donc à l'espérance mathématique, donc elle vaut aussi 10. Donc ça veut dire que si je veux connaître l'écart type, je n'ai qu'à faire la racine carrée de 10, c'est-à-dire la racine carrée de mu, et je vais obtenir une valeur de 3,1623. Si j'avais fait la même chose pour la loi binomiale, j'aurais obtenu la variance est égale à n fois p fois q, aurait donné un résultat de 9. Et là au moins c'est facile, l'écart type, c'est racine de 9, vaut 3. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais ce qui est flagrant surtout, c'est quand on examine les deux graphiques. Pour le type d'expérience que nous venons d'examiner, voilà le résultat du graphique pour la loi binomiale. Vous voyez que le graphique s'est arrêté à 30 parce qu'au-delà de 30, la probabilité devient vraiment ridiculement petite. Et si je compare avec le graphique de la loi de Poisson, voilà, vous voyez qu'il n'est pas tant différent que cela. D'ailleurs, on va pouvoir examiner avec un petit tableau. Le voilà. Donc, vous avez d'une part la colonne avec la loi binomiale,
puis vous avez juste à côté une autre colonne avec la loi de Poisson, vous pouvez voir que les résultats sont quand même très très proches les uns des autres. Fin de la leçon.